Merci beaucoup pour votre invitation. Comme vous l'avez très élégamment suggéré, je ne prendrai pas de gants ce soir, et donc j'espère que mes propos vont vous choquer, c'est l'objectif. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir rapidement. Alors d'abord, pourquoi créer un think tank? C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude en France. En France, nous avons des intellectuels. Et effectivement, un think tank, eh bien, c'est un mot anglo-saxon. Nous en discutions au dîner, il n'y a pas vraiment de traduction française. Une boîte à idées, ça ne veut rien dire. C'est comme si on vous parlait de balle au pied quand on parle de football. Des fois, il y a des mots étrangers qui valent, qu'il faut utiliser parce qu'ils amènent avec eux toute la signification que l'histoire leur a donnée. Et les think tanks, eh bien, ce sont les Britanniques qui les ont fondés juste avant et après la Seconde Guerre mondiale, et ils se sont développés dans le monde. Et ce sont des instituts qui ont l'avantage d'être indépendants des partis politiques, indépendants du monde économique, et qui du coup peuvent proposer en toute liberté des idées de politique publique, mais qui vont assez loin dans la technique de mise en œuvre. Et Tocqueville, déjà dans l'Ancien Régime et la Révolution, déplorait qu'en France, ce qu'on appelait à l'époque les écrivains, et qui deviendront les intellectuels, étaient restés dans l'abstraction, étaient coupés du monde réel, de la technique, alors que, pas si longtemps avant, au XVIIIe, Diderot pouvait écrire des traités sur les conduites d'eau usée de la ville de Paris, et ça ne faisait sourire personne. Et finalement, et que par ailleurs, ceux qui étaient en charge de la politique, eh bien, étaient aux affaires, comme on disait, aux affaires courantes, et n'avaient pas le recul nécessaire pour imaginer des choses nouvelles. Et la vocation d'un think tank, si ça marche, c'est encore loin d'être tout à fait le cas, c'est bien de pouvoir justement, à partir d'une base doctrinale, philosophique très claire, à partir de principes de philosophie politique parfaitement assumés, et en l'occurrence le libéralisme, je vous expliquerai ma conception dans un instant, de pouvoir les décliner avec des spécialistes des différents sujets de manière extrêmement concrète. Si on pense que la France a trop de dettes, doit faire défaut sur sa dette, eh bien, il faut aller travailler avec des banquiers, avec des économistes pour comprendre comment ça serait possible. Et il est important d'avoir en tête les grands principes que l'on défend et ensuite d'essayer d'aller avec d'autres, justement, et de manière plus collective que la figure de l'intellectuel seul, les développer. Alors, pour ceux qui croiraient que la France est un pays libéral ou un pays amoureux de la liberté, j'aimerais donner quelques chiffres tirés de classements internationaux qui, bien sûr, valent ce qu'ils valent, qui, bien sûr, sont toujours biaisés puisqu'ils ne disent pas du bien de la France, mais qui sont néanmoins assez parlants dans leur unanimité. Côté des libertés politiques, qu'on pourrait penser plutôt bien assurées dans notre pays, le Democracy Index, élaboré par le journal The Economist, classe la France au 28e rang dans la catégorie des démocraties imparfaites. Rosan Vallon ne dit pas la même chose, autre chose dans son dernier livre. Il dit que le système démocratique français est très mauvais, que tout le pouvoir est donné à l'exécutif, que finalement on vote pour l'exécutif, ce qui est une anomalie démocratique. Et que le législatif et le Parlement, surtout dans la modalité, la succession présidentielle quinquennat, ont un rôle extrêmement limité. Affaiblissement, donc liberté politique, liberté économique, ça vous surprendra moins. La France est à la 38e place du Doing Business Report de la Banque mondiale entre l'Arménie et Chypre. Et à la 70e de l'Index of Economic Freedom de la Heritage Foundation, ce qui nous classe parmi les pays modérément libres. Et enfin, on pourrait penser quand même au moins les grandes libertés, les libertés fondamentales, le droit des gens est bien assuré en France. Eh bien, liberté civile, dirons-nous. La France est au 39e rang du World Press Freedom Index de Reporters sans frontières entre El Salvador et Samoa. Parce que la presse est contrôlée, parce que surtout, il y a des lois extrêmement restrictives, pour en reparler, sur la liberté d'expression en France. C'est le 4e pays le plus condamné
par la Cour européenne des droits de l'homme pour transgression de la liberté d'expression. Et il me semble, à moi, je défendrai que les lois Pleven, les lois Evin, les lois, bien sûr, Guesso, sont des lois liberticides, dans la mesure où elles interdisent des propos en raison de leur contenu, et non pas en raison de leur impact sur l'autre. Il me semble que la seule limite à la liberté d'expression, avec John Stuart Mill, doit être l'atteinte directe à autrui, l'insulte ou la diffamation. Et que la discrimination est l'essence même de la dialectique et de la pensée. Et que les lois Pleven, j'en avais discuté avec la LICRA, c'était assez étrange comme discussion, puisque la LICRA, vous savez, les lois Pleven sont ces lois qui permettent de condamner sur la base de discrimination en fonction de la race, de l'origine et du sexe. Et la LICRA, qui est la Ligue de défense des droits de l'homme et des minorités, utilise énormément les lois Pleven pour condamner les propos à tendance antisémite, raciste, etc. Et nous avions discuté avec la LICRA, j'avais fait valoir le point de vue que ces lois sont contre-productives et qu'en empêchant les gens de parler, on les empêche de raisonner, on les exclut de la communauté finalement rationnelle humaine, alors que même les racistes ont un raisonnement rationnel. Et qu'il faut, pour les réfuter, pouvoir les entendre. Qu'il faut, pour les contre-argumenter, considérer qu'ils ont de véritables arguments à faire valoir. Car sinon, la vérité devient, comme le disait John Stuart Mill, un dogme mort. Quelque chose que l'on répète, que l'on annonce, mais qui, en l'absence de contradiction, a été vidé de sa substance, a été vidé de sa force. J'en ai eu l'expérience personnelle, d'ailleurs. Je digresse complètement, je ne pensais pas vous parler de ça, mais j'en ai eu l'expérience personnelle parce que j'étais invité sur un plateau de télé fasciste, on peut le dire, qui s'appelle TV Liberté, que vous ne connaissez probablement pas, c'est heureux, qui n'existe que sur Internet, et qui est l'organe de diffusion de la vraie extrême droite française. On considère que le FN, c'est une sorte de traître de centre-droit. Et sur TV Liberté, vous êtes accueillis par des faf crâne rasé, donc c'est du sérieux. Et ils ont quand même 30 à 40 000 spectateurs, followers, qui les regardent sur le site. Et j'ai décidé d'y aller pour assumer ma conception de la liberté d'expression. Et là, j'étais avec des gens, très courtois d'ailleurs, qui avaient lu mes livres, contrairement aux autres journalistes. Par exemple, l'un d'entre eux, à un moment donné, inévitablement, a tenu des propos racialistes, disant « oui, ben, l'Europe devrait être blanche, la race blanche est supérieure à la race noire ». Pas très subtil, comme vous voyez. Et je me suis aperçu que à part m'indigner, comment pouvez-vous dire ça, je n'ai pas réussi à répondre. Parce qu'on n'a tellement plus l'habitude d'entendre ça, qu'on n'a plus les réflexes intellectuels pour le réfuter. On n'a pas les éléments de langage, si vous voulez, on n'a pas les bons concepts, on patauge un peu. Et donc il est important d'entendre les propos les pires pour pouvoir les contredire, pour pouvoir s'en moquer aussi. Aux États-Unis, où la liberté d'expression est, pour le coup, relativement totale, grâce au premier amendement qui la défend, il y a un suprémaciste blanc qui s'appelle White Craig, je crois. En tout cas, son nom, c'est Craig. Et alors lui, il est nazi, antisémite, raciste. Et il assume parfaitement ça. Il organise des défilés avec des croix gammées. Et il est invité sur les plateaux télé. Et sur les plateaux télé, on se moque de lui. On lui a fait par exemple un test ADN pour lui montrer qu'il avait du sang africain. Il s'est effondré en live. Et quand il a organisé finalement un rassemblement dans le Dakota, il y a eu 20 personnes. Parce qu'en exposant ses idées, en les ridiculisant, on l'a dégonflé, on l'a réfuté. Il faut croire à la rationalité, au discours, à l'échange argumentatif. Et je suis persuadé que si on avait invité Dieudonné sur les plateaux télé face à des historiens qui lui expliqueraient que la traite des Noirs n'a pas été exclusivement le fait des Juifs, puisque c'est sa grande thèse, eh bien, on l'aurait réduit à peu de choses, beaucoup plus qu'en multipliant les procès ou en fermant ces salles de spectacle.
D'ailleurs, la fermeture en janvier de l'année passée, quand le spectacle de Dieudonné a été interdit, avant même d'avoir été joué, ce qui était une première dans l'histoire du droit français, droit moderne, d'interdire un spectacle a priori, qui est la définition exacte de la censure, non pas de lui faire un procès a posteriori pour ce qu'il aurait dit. Le Conseil d'État a dû trouver une formulation juridique qui permette aux forces de l'ordre d'intervenir, alors que je rappelle que 5 ans avant, c'est les forces de l'ordre qui protégeaient une salle de théâtre dans laquelle se jouaient des pièces fortement hostiles au christianisme. Là, on était à front renversé. Et le Conseil d'État a dit, oui, eh bien, désormais, la dignité humaine appartient à l'ordre public. Et nous interdisons le spectacle de Dieudonné parce qu'il contrevient à l'ordre public, en cela qu'il porte atteinte à la dignité humaine. Quand le juge, puisque le Conseil d'État reste un juge, quand le juge commence à décider de ce qu'est la dignité humaine et de la manière dont elle s'exprime, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et d'ailleurs, cette décision a été énormément contestée au sein du Conseil, mais elle est néanmoins office désormais de jurisprudence, et j'y reviendrai un petit peu. Tout ça pour dire que quand on parle de liberté, je pense qu'il faut mentalement inverser la charge de la preuve et partir de l'idée que nous devrions être libres de tout faire, de tout dire, ce qui ne nuit pas autrui, et ensuite, effectivement, de poser des limites. Il y a toujours des gens qui rêvent de ça. Beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un nouvel État qui s'appelle le Liberland. À la frontière de la Serbie et, je ne dis pas de bêtises, de Croatie, je pense, s'est créé un petit État sur une terra nullius, au milieu du Danube, c'est-à-dire une terre qui n'appartenait à personne juridiquement. Une terre de 7 km², pleine de marécages. Et un économiste, c'était il y a quelques mois, un économiste tchèque, qui, comme moi, mène le combat pour les libertés dans son pays et qui était tout à fait désespéré de convaincre personne, a décidé de fonder un État libre sur ces 7 km², qu'il a appelé le Liberland, un nouvel État, où chacun ferait ce qui lui plaît, dans la mesure où il ne nuit pas à son voisin, où toutes les formes de drogue et d'addiction seraient permises, toutes les formes de vie seraient permises, toutes les formes d'entreprise seraient librement permises, et où l'impôt serait levé par crowdfunding. Il y a eu 350 000 demandes de visa pour le Liberland. Un peu beaucoup pour cet État de 7 km², et je dois tout de même confesser que beaucoup de ces demandes venaient d'Égypte et de Syrie, et donc avaient d'autres motivations que convictions libertariennes profondes. Mais néanmoins, maintenant, le Liberland essaye d'envoyer des ambassadeurs dans le monde entier. Il y a un ambassadeur du Liberland en France. Et je trouve que l'intérêt qu'il a suscité, l'intérêt quand même, le déplacement des gens qui s'y sont rendus pour s'y installer, est surprenant. Aux États-Unis, quelque chose d'un peu plus structuré a lieu depuis 10 ans. Ça s'appelle le Free State Project. Pareil, des individus qui ont décidé que l'État vraiment se mêlait de trop de choses, était devenu fou, qui veulent reconstituer une société libre. Et ils ont pris l'État des États-Unis, qui correspond le mieux à leurs critères, qui est le New Hampshire, et ils ont défini un territoire. Et ils ont dit, voilà, quand 20 000 personnes se seront engagées à venir vivre là, nous lancerons le Free State Project. Et donc, depuis 10 ans, les gens s'engagent un à un, c'est une lente campagne, à venir, avec armes et bagages, s'installer dans un nouvel État, un État libre. Ils ont tous les ans, et j'irai cette année en juin, une sorte de fête à mi-chemin entre le festival hippie et la conférence hayekienne. Et ce sont des gens qui explorent de nouvelles possibilités politiques, de nouvelles possibilités de vie. Aujourd'hui, qui sont très d'ailleurs expérimentés dans la Silicon Valley aussi, où le fondateur de PayPal construit des îles, enfin essaye de construire ce qu'on appelle le seasteading, des îles artificielles en eau internationale, pareil pour reconstituer des sociétés libres.
On sent bien que cette envie monte dans les grands États occidentaux où les structures centrales sont devenues si puissantes. Et je pense qu'il faut partir de là, peut-être pas aller là, mais comprendre ce raisonnement-là et, encore une fois, inverser la charge de la preuve. Alors néanmoins, alors pourquoi appeler ça le libéralisme ? D'abord, je suis outré par la connotation négative qu'a parfois ce mot en France. Le libéralisme est d'abord un mot français. C'est notre invention, qui a été volée par les anglo-saxons, qui l'ont très bien appliquée chez eux, et dont nous avons honte aujourd'hui. Le premier économiste libéral, il ne s'appelait pas encore comme tel à l'époque, c'était Pierre de Bois-Guilbert. Et devinez contre qui il luttait, contre qui il écrivait, contre Colbert. Il disait « Colbert a ruiné la France avec ses droits de douane, avec ses grands investissements publics, et avec surtout, déjà, dénonçait-il, ces corporations qu'il a instituées et qui empêchent les gens d'aller librement travailler. » Guilbert fut exilé en Auvergne. Et Marx le cite comme quelqu'un qui luttait contre la pauvreté et pour améliorer le sort du peuple. Et puis, nous avons, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais moi, c'est une histoire, après avoir fait 6 ans de philo en France, que j'ai découvert en allant étudier aux États-Unis. C'est quand même bizarre, c'est quand même honteux que la tradition intellectuelle française, que la tradition universitaire française se soit à ce point coupée du mouvement libéral, qu'il soit philosophique, économique ou juridique. On en trouve encore un peu par-ci par-là, mais ce n'est plus enseigné en tant que tel. Il faut aller aux États-Unis dans un cours de philosophie continentale, par ailleurs tout à fait médiocre, pour entendre parler de la tradition libérale française qui existe encore, mais qui a été si étrangement dévalorisée. Boudon a écrit un livre là-dessus, le seul sociologue non bourdieusien de France, pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme. Bon, il en donne toutes sortes de raisons. Et donc, le mot libéral a été inventé par un Français au début du XIXe siècle. Quand vous lisez libéral dans Stendhal, ça désigne plutôt les gentils, si je puis dire. Les gens qui étaient en lutte contre le pouvoir conservateur ou le pouvoir de la Restauration. Et ce libéralisme, il était conçu, donc je parlais des physiocrates au XVIIIe siècle, il était conçu comme un ensemble économique et social. Il n'était absolument pas question, et politique, de pouvoir distinguer les deux. On n'était pas libéral-conservateur, comme on entend aujourd'hui, ce qui ne veut rien dire. C'était libéral, c'est-à-dire qu'on était pour une autonomie, une liberté maximale donnée à l'individu pour effectuer ses propres choix. Et la Révolution française s'est largement inspirée de ce libéralisme. Avant d'arriver à la Révolution française, pour parler de la liberté au XXIe siècle, c'est le titre de cette conférence, il faut avoir, même si c'est un peu brouillon forcément de dire ça de manière aussi caricaturale, mais enfin il faut avoir une sorte d'idée de ce que représente pour nous, pour moi, la civilisation, le progrès dont on n'ose plus trop parler. Et à mon sens, la civilisation, ce que l'Occident a accompli de mieux et de plus précieux, c'est l'émancipation de l'individu vis-à-vis du groupe. Et finalement, les penseurs des Lumières ont pris le problème complètement à rebours quand ils nous ont imposé cette fiction qui reste présente dans nos esprits d'un contrat social. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous considéré que l'état de nature, c'était des petits individus indépendants. Alors, suivant qu'on était rousseauiste, hobbesien, les petits individus indépendants se comportaient de manière différente. Mais pour eux, la base du développement des civilisations, l'état de nature, c'est des individus épars. Et le rôle du contrat social est de les regrouper en société. Hobbes nous disait homini hominus lupus, l'homme est un homme pour l'homme, il disait aussi l'homme est un dieu pour l'homme. En tout cas, les hommes étaient des petits jetons. En fait, l'ethnologie nous a appris que c'était tout le contraire,
les premières sociétés humaines, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les sociétés dites primitives, on peut encore visiter, les Indiens Guaycani, ont été analysés par Lévi-Strauss, par Pierre Clastres, étaient des communautés extraordinairement soudées. Et Clastres, un ethnologue, donc, va jusqu'à dire dans son livre « La société contre l'État » que ces sociétés pouvaient se passer d'État précisément parce que le groupe était si prégnant, parce que l'individu était passé par tant d'épreuves initiatiques, que son corps était marqué, qu'il appartenait pour toujours à sa société, qu'il avait sa place dans sa société, et que c'était la condition pour évacuer l'État central. Et donc de ça, j'en tire deux leçons. La première, c'est que s'il y a une civilisation qui fait sens, un progrès qui fait sens, c'est bien précisément de donner à l'individu la possibilité de se retirer intellectuellement, physiquement, économiquement de sa communauté, d'être lui-même. Et deuxièmement, l'autre conclusion que j'en tire, en raisonnant par l'absurde, c'est que l'État a, y compris et surtout pour les libéraux, un rôle absolument fondamental à jouer pour permettre cette émancipation individuelle. Et que donc le libéralisme, loin de s'opposer à l'État, est une philosophie de l'État. Et c'est exactement comme ça que l'ont pensé les révolutionnaires français. Ils ont voulu construire un État qui casse tous les intermédiaires entre l'État et l'individu. Comme le représentait l'abbé Sieyès dans son célèbre pamphlet « Calcul le tiers-État », l'État est au centre, un grand soleil, dont les individus sont les extrémités des rayons. Et tous les groupes, toutes les coalescences qui s'intercalaient entre le centre et les individus doivent être détruits. Et c'est pour ça que l'abbé Sieyès était un libéral à la fois sur le plan politique, bien sûr, mais aussi sur le plan économique. La première page de « Qu'est-ce que le tiers-État » c'est un éloge du libre-échange. Et donc, en ce sens, l'État devient un anticoagulant qui, partout où des privilèges se reforment, où des monopoles apparaissent, où des corporations naissent, vient remettre de la souplesse et sauver l'individu. C'est pourquoi, et alors je ne suis pas le seul à avoir cette analyse de la Révolution française, je ne suis pas un historien d'abord, donc vous permettrez les raccourcis et mes erreurs, mais cette analyse est au moins soutenue par un autre auteur de référence qui est Karl Marx. Karl Marx, le jeune Karl Marx, décrivant la Révolution française dans la question juive, explique que le but des révolutionnaires français était de faire de l'individu une monade, un petit ensemble autosuffisant, isolé de ses semblables. Et c'est pour ça que les révolutionnaires lui ont donné le droit de propriété et la liberté d'expression. Et même si Marx critique cet état de choses, parce que pour lui, l'individu égoïste doit se dépasser dans la société communiste, néanmoins, je trouve que cette analyse reste juste et qu'effectivement, la Révolution a voulu construire ce rapport direct entre l'État et l'individu. Et en ce sens, le libéralisme est jacobin et centralisateur. C'est ce que Pierre Rosanvallon appelle, quand il analyse la Révolution française, le jacobinisme libéral. C'est tout à fait ça. Alors, jacobinisme libéral, illustré historiquement par Isaac Le Chapelier. Je ne sais pas si vous connaissez Isaac Le Chapelier, mais Isaac Le Chapelier est en fait le père fondateur de la nation française. Quand on parle d'identité nationale, eh bien, elle est là, l'identité nationale. Isaac Le Chapelier, son buste devrait être au fronton de toutes nos écoles. C'est cet avocat breton qui a pris son petit Sieyès, qui est monté à Paris avec les États généraux, qui était un très bon orateur, un des fondateurs du club des Jacobins, et bien dans le jacobinisme, et qui a effectué cette idée de détruire les intermédiaires entre l'État et l'individu sur au moins 3 plans, politique, social et économique.
Politique parce qu'il était le président de l'Assemblée nationale lors de la nuit du 4 août, de l'abolition des privilèges, et c'est lui qui a pris les décrets d'application, y compris contre le clergé. Social, parce que c'est lui qui a fait fermer les ordres religieux cloîtrés qui prétendaient édicter une norme supérieure à celle de l'État. Et enfin économique, parce que la loi pour laquelle il est resté quand même un peu célèbre, la loi Le Chapelier, est une loi qui, d'un trait de plume, a anéanti l'ensemble des corporations du pays, vieux sujet de discorde en France, hein, que Turgot avait déjà essayé de traiter, que Louis XVI avait mis sous le tapis, et qui a eu cette phrase magnifique, « Chacun est désormais libre d'effectuer le métier de son choix ». Donc il n'y a plus aucune barrière à l'entrée, mais à la sortie, eh bien, votre client ou le consommateur sera juge. Et finalement, dans l'histoire de l'humanité, c'est cet individualisme qui est l'exception, rarissime, le miracle en fait. Et c'est d'ailleurs pourquoi Durkheim pouvait écrire que le libéralisme et l'étatisme ont toujours été main dans la main en France, au XIXe siècle. Alors, probablement pas le temps non, carrément pas le temps même, de développer tout ça, mais enfin, évidemment, il y a plusieurs conceptions du libéralisme. C'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, un des meilleurs textes d'histoire du libéralisme, c'est celui de Foucault, Naissance de la biopolitique, qui est un cours au Collège de France de 1979, où, pour aller très très vite, il distingue 4 types de libéralisme. L'ordolibéralisme allemand, le néolibéralisme américain, et surtout en ce qui nous concerne, il fait une distinction très nette et qui est au cœur de ce sujet entre le libéralisme révolutionnaire, c'est celui qui donne des droits à l'individu, et le libéralisme qu'il appelle radical au sens du radicalisme anglais, qui est un libéralisme qui n'a rien à voir et qui est cette idée que les communautés doivent résister à l'État central, vieille idée tocquevillienne. Alors, j'avais commencé en vous disant que le problème des intellectuels français, c'est qu'ils étaient trop abstraits, donc je vois que je suis tombé dans le panneau à mon tour. Et donc, essayons de rentrer un peu dans le concret. Dire, comme cette conférence devait tirer un fil historique sur la liberté, pour simplifier et pour avoir des paradigmes, il y a 3 grandes libertés finalement. Il y a, au moins en termes de philosophie politique, d'abord la séparation de la loi et de la morale, du civil et du politique, cette idée de l'état de droit, cette idée du XIXe siècle. Puis au XXe siècle, notre siècle, jusqu'à il y a peu, la lutte contre un État trop fort, trop ventripotent. Et enfin, au XXIe siècle, eh bien, il y a de nouveaux combats pour la liberté qui doivent être menés et qui s'appuieront sur les nouvelles technologies. C'est un peu mon plan. Alors simplement pour commencer par cette séparation du civil et du politique, et juste rappeler en une phrase, même si en France la chose est quand même bien entendue, que c'est un combat qui n'est pas gagné partout dans le monde, que pour reprendre mon Economist Democracy Index, il reste la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire 2,6 milliards de personnes qui vivent dans des régimes autoritaires. Et que, toujours selon le même rapport, la démocratie dans le monde a reculé ces 10 dernières années. Il est à la fois effrayant et fascinant de lire le petit recueil de blogs de Raif Badawi, qui est un blogueur saoudien, qui a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet en public pour avoir écrit des blogs, franchement, que n'importe qui ici trouverait totalement dérisoires, banals et inoffensifs, où simplement il demande que la religion ressorte du domaine privé et que l'État s'occupe du domaine civil. C'est intéressant que Raif Badawi se présente lui-même comme un libéral, il emploie le terme, c'est du moins la traduction arabe. Et donc je lui laisserai sa définition qui est très simple, mais très pure et très juste.
Et Raif Badawi est aujourd'hui en prison et en grève de la faim. C'est vraiment pas drôle, l'Arabie Saoudite. Le libéralisme, c'est vivre et laisser l'autre vivre. Autrement dit, il faut que nous décidions tous de respecter chez l'autre les habitudes et les comportements individuels. Et Raif Badawi, d'ailleurs, regrette que nos valeurs occidentales, de raison, de liberté, nous n'ayons plus le courage de les défendre nous-mêmes. Et puis, chez nous, même si cet état de droit semble relativement quand même bien assuré, il faut être vigilant. Moi, j'ai été extrêmement perturbé par la loi renseignement qui a été votée en juillet. Nous avons fait un mémorandum au Conseil constitutionnel avec des juristes dans le cadre de mon think tank. Et ça nous ramène à la Révolution française parce que l'article 2 de cette loi renseignement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que désormais, les services secrets placeront des algorithmes classés secret défense au sein de toutes les boîtes noires des opérateurs de télécommunications. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, probablement aujourd'hui à l'heure où nous parlons, mais nous ne le savons pas parce que c'est classé secret défense, l'ensemble des emails que nous envoyons, l'ensemble des communications que nous faisons sont filtrés par un algorithme qui balaye l'ensemble de nos métadonnées, c'est-à-dire non pas le contenu du message, mais son lieu, l'envoi, l'heure d'envoi, etc. Alors, ça peut paraître pas très désagréable, tout inoffensif, on s'en fiche, si ça permet d'arrêter quelques terroristes, etc. Il n'empêche que ça, c'est fait sans contrôle du judiciaire, et que la Constituante de 1789, et honnêtement, quand on lit les textes de la Constituante, ces 2 années miraculeuses de l'histoire de France, 89-91, moi je reprends tout mot pour mot. Si on l'appliquait aujourd'hui, on changerait tout. Même quand on travaille sur des petits sujets, je fais une incise, on va sortir un rapport sur la propriété du sous-sol. En France, en fait, vous êtes propriétaire de votre terrain, vous êtes formellement propriétaire du sous-sol, mais dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous êtes formellement exproprié. Vous êtes propriétaire des vers de terre, si vous voulez. Et une des premières choses qu'avaient fait les constituants, c'était de dire nous allons retirer la possession du sous-sol au pouvoir royal et le redonner aux citoyens. Et donc toujours cette constituante, le comte de Clermont-Tonnerre, le 27 juillet 1789, qui fait le compte-rendu des cahiers de doléances, dit « Il y a 2 choses que le peuple ne supporte plus, les lettres de cachet, symbole de l'arbitraire royal, et l'ouverture des lettres, les cabinets noirs de la monarchie, la violation du secret des correspondances. » Et c'est à cette époque que les révolutionnaires ont voté le secret des correspondances, et c'est depuis cette époque que les postiers prêtent serment de ne pas ouvrir les lettres. Et cette loi renseignement, de manière tout à fait explicite, contredit le secret des correspondances. Sauf à considérer, comme le Conseil constitutionnel l'a fait, que les métadonnées ne sont pas du contenu. Et là, je m'excuse, mais c'est un problème de génération, mesdames et messieurs du Conseil constitutionnel. Les métadonnées sont beaucoup plus importantes que le contenu. Il est beaucoup plus important de savoir à qui j'envoie quel message et à quelle heure que de savoir ce qu'il y a écrit dedans, qui peut être parfaitement banal. Donc, prenons garde à ne pas trop facilement et sous le coup de la peur, de la pression de l'opinion, bafouer sans y prêter garde nos principes. Deuxièmement, sur les libertés du XXe siècle, j'aimerais parler un peu de la lutte que nous devons mener, que beaucoup mènent, contre ce qu'on appelle un peu familièrement l'État nounou, l'État qui interdit, l'État qui s'occupe de votre bien contre vous-même. C'est banal de le dire, mais disons-le quand même, d'autant que les Français le disent eux-mêmes, puisque j'étais assez intéressé de voir un sondage via Voice publié en juin dernier, pour qui les 2/3 des personnes interrogées considéraient qu'il y avait de plus en plus d'interdits, de contraintes et de surveillance en France, et que les 3/4 estimaient qu'ils constituaient des atteintes importantes aux libertés individuelles, proportion qui augmentait d'ailleurs chez les classes populaires, qui ressentent de manière beaucoup plus forte ces restrictions à leur liberté. Et effectivement, nous avons une bonne série récemment,
entre les débats sur la loi Evin, l'interdiction des mannequins trop maigres, des machines à soda en libre service, bientôt peut-être des produits à graisse saturée, ou même l'amendement parlementaire qui, heureusement quand même, n'a pas été voté, il y a une limite au grotesque, sur les tarifs minimums des happy hours dans les bars. Et il me semble que cette dérive vers ce que Tocqueville a appelé, ce texte de Tocqueville, là encore très cité, mais on ne se lasse pas de le lire, à la fin, toute la fin de la démocratie en Amérique, quand il dit « Avec l'avènement de la démocratie, nous guette une nouvelle forme de despotisme qui pourra s'exercer à l'ombre de la souveraineté du peuple, à l'ombre de l'onction électorale, et qui sera le despotisme démocratique. Quand l'État deviendra un pouvoir immense et tutélaire, qui se chargera d'assurer la jouissance des citoyens, de veiller sur leur sort, un pouvoir absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux, qui pourvoira à votre bonheur, et qui pétrira la société d'un réseau de petites règles minutieuses et uniformes, et qui éteindra ainsi les âmes ou les esprits qui oseraient ressortir. Et il me semble que le moment où nous avons glissé vers ce despotisme démocratique, qui je pense est particulièrement sévère aujourd'hui, peut-être que vous ne partagez pas cet avis, enfin, c'est un moment dans les années 70 où l'État a voulu imposer le port de la ceinture de sécurité. Beaucoup d'entre vous s'en rappellent sans doute. Avant, on pouvait conduire sa voiture sans ceinture de sécurité. Il y avait beaucoup d'accidents et beaucoup de morts sur les routes. Et donc, en 1972, je crois, l'État a imposé aux conducteurs de voitures de porter la ceinture de sécurité. Et à ce moment-là, deux individus, Bouvet et de la Maisonneuve, ont décidé de faire un recours au Conseil d'État contre cette mesure administrative qui était le port de la ceinture de sécurité, au nom des libertés individuelles, et en appliquant à la lettre la définition de la liberté qui nous donne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et le Conseil d'État a rejeté leur requête en évoquant un certain nombre d'arguments. Bon, le premier, le passager peut devenir un projectile et donc cogner quelqu'un d'autre qui serait sur le bas-côté de la route. Bon, soit. Deuxièmement, problème assurantiel, je paye pour ceux qui prennent des risques. Voilà, je suis d'avis que s'il y a une assurance santé, c'est bien pour pouvoir permettre à certains de prendre l'assurance santé collective, ou des assurances collectives en général, c'est bien justement pour pouvoir permettre à certains de prendre des risques et ainsi continuer à assurer la diversité de notre société, y compris si elle a un coût. Mais ce n'est pas ça les arguments essentiels. Le rapporteur de cet arrêt du Conseil d'État, qui est un arrêt qui fait jurisprudence, qui est important, a été jusqu'à écrire, et je pense que c'est un point de rupture fondamental dans le droit français. La police générale n'a pas pour seul but de protéger les tiers. Elle peut aussi avoir légalement pour but de protéger celui qui en est l'objet. Ce qui veut dire qu'il a été écrit dans la jurisprudence administrative que désormais, l'État, la police, le pouvoir de police, l'État, pouvait et devait faire le bien des individus, y compris contre eux-mêmes, et non pas seulement contre les autres. C'est exactement ce que veut dire ce texte. Et à partir de là, il n'y avait plus de raison de s'arrêter. Ce qui était valable sur le plan physique, créer un dommage, donc en l'occurrence me projeter contre être blessé dans un accident. Alors d'ailleurs, parenthèse, il y a un État aux États-Unis où la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire, c'est encore une fois le New Hampshire, et devinez quoi, 75% des habitants du New Hampshire portent la ceinture de sécurité. Alors que 82% des habitants de l'État, alors que 18% des habitants de l'État voisin où elle est obligatoire ne la portent pas. Ça veut dire que dans un État, il y en a 18% qui désobéissent à la loi, et dans l'autre, il y en a 75% qui volontairement, parce que personne n'a envie de mourir, se protègent. Et les airbags sont sur toutes les voitures sans avoir été rendus obligatoires. Bon. Et je dirais que cette marge d'erreur entre 75 et 82%, c'est 7% sont un peu la marge, le pourcentage de la liberté. Mais donc,
sur cette jurisprudence, donc je dis, si on peut assurer le bien contre des gens contre eux-mêmes au sens physique, il n'y a pas de raison de ne pas l'assurer au sens moral. Ce qui est arrivé en 1998, avec un autre arrêt du Conseil d'État, cette fois, commune Morsan-sur-Orge, qui portait sur le lancer de nains. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Dans les années 90, il y avait un sport très populaire dans un petit village qui était le lancer de nains. Alors les nains étaient encapsulés dans des grilles et lancés comme des balles de bowling. Ça peut être parfaitement révoltant moralement, mais les nains étaient protégés. Et surtout, les nains étaient évidemment volontaires pour le faire. Une commune, Morsan-sur-Orge, a décidé d'interdire le lancer de nains. Qui a protesté? Les nains. Et j'ai revu des émissions télé de l'époque récemment. On voit un nain, d'ailleurs plutôt bel homme et bon orateur, qui proteste parce qu'il aime se faire lancer. Et après tout, c'est ses goûts. Et on est en plein là dans la distinction dont nous parlions avant entre la morale et la loi. La loi n'a pas à s'occuper de morale, la loi a à prévenir le dommage à autrui, elle n'a pas à juger de ce qui est bon, bien ou mal. Et le Conseil d'État, encore lui, toujours lui d'ailleurs, parce que je lui en veux sur d'autres sujets également, a estimé qu'il fallait interdire le lancer de nains, a rejeté leur requête, parce qu'il fallait assurer la dignité humaine. C'est la première fois qu'il n'y a pas de dignité humaine, et donc ça continue, comme je vous l'ai dit au début. C'est-à-dire que de protéger l'individu contre les dommages physiques qu'il pourrait se causer, on en est arrivé à protéger l'individu contre les dommages moraux qu'il pourrait se causer à lui-même, à juger en son lieu et place de sa conception de sa propre dignité. Ce que je trouve injustifiable. Si le nain me dit qu'il considère digne d'être lancé, je dois respecter ce choix. Oui, j'avais peur de ne pas être assez provocateur, mais vous me rassurez. Et de cette distinction très nette, très claire, entre la loi et la morale, je peux tirer aujourd'hui toutes sortes de conséquences sur des sujets tels que l'euthanasie, le cannabis ou la GPA, qui pour moi n'ont aucune raison, ou la prostitution, qui pour moi n'ont aucune raison d'être l'objet d'un interdit légal. Ils peuvent être l'objet d'un interdit moral, mais c'est différent. Et je dirais même, et je reprends une citation de Tocqueville, qui disait « Regardez, il y a un problème d'alcoolisme aux États-Unis. Bon. Que feraient les Français? Ils interdiraient l'accès au bar entre telle heure et telle heure, veilleraient, réguleraient, réglementeraient. Que font les Américains? Bon, en l'occurrence, l'histoire a montré que l'inverse s'est passé, mais peu importe. Que font les Américains? Ils se sont regroupés en une association de 300 000 personnes, abstinents, qui s'engagent à ne pas boire pour montrer l'exemple à leurs compatriotes. Ce qui veut dire que quand on désapprouve une pratique, qui par ailleurs ne nous nuit pas directement, eh bien, il faut convaincre par l'exemple et par la raison. Mais on pourra d'autant mieux convaincre qu'on l'aura par ailleurs légalisé. Vous pourrez d'autant mieux dénoncer l'usage du cannabis que vous aurez permis à chacun d'en fumer. Et d'ailleurs, au Colorado, où le cannabis est légal depuis 2 ans, je vous rassure, ça fait partie de ces grandes tendances mondiales, ça arrivera en France dans 20 ans, eh bien, non seulement le taux de criminalité a chuté de 30%, ça c'est mécanique, parce que tous ceux qui dealaient sont devenus des entrepreneurs qui payent la TVA, ce qui fait que l'État ne sait même plus quoi faire de ses ressources fiscales, qui sont doublées, mais le taux de consommation de cannabis a baissé, après la légalisation. Voilà, bon, et donc, bon, puis il faudrait vous parler du vapotage, choses comme ça, mais il est important donc de défendre les libertés, d'abord, des options très traditionnelles de l'état de droit, encore une fois plutôt bien comprises en France, mais il faut être vigilant. Deuxièmement, lutter contre ce despotisme démocratique qui nous menace, ça c'est le problème du XXe siècle,
C'est pour ça que les gens créaient le Free State Project. Et que troisièmement, il y a les combats de demain. Les combats de demain qui sont au cœur du changement de civilisation qu'annonçait fort justement le professeur, et qui sont liés à la révolution numérique, qui est probablement aussi importante que ce qu'a été la révolution industrielle, et qui va créer de nouveaux problèmes, et de nouvelles questions pour les libertés et la société en général. Alors, je en brosserai rapidement, mais chacune pourrait faire l'objet de 5 conférences, 4 nouveaux exercices de la liberté. D'abord, le monde post-salarial, l'idée que peu à peu les gens vont sortir de l'emploi salarié pour développer des activités indépendantes, la démocratie directe, changement politique, le big data, et la mise en réseau des données, et le transhumanisme. Il me semble que ce sont 4 sujets qui devraient être en fait les sujets des campagnes politiques ou présidentielles. Ce sont les 4 sujets de l'avenir, auxquels nous ne sommes pas trop préparés. Alors, d'abord, le libéralisme lui-même connaît une révolution doctrinale qui fait qu'au lieu de parler de droit naturel, comme ça a longtemps été le cas, puis au lieu de parler de marché, peu à peu, je pense qu'il va s'orienter vers la notion d'autonomie, qui est un peu différente, et qu'en ce sens, le rôle de l'État sera de donner à chacun les moyens de son autonomie. On vous donne la liberté d'expression, mais on vous donne l'éducation qui va avec, on vous donne le cannabis, mais on vous donne l'information, la prévention qui va avec. On vous donne... et je reviendrai sur le reste après. Donc, ce monde post-salarial, c'est quoi? Alors là, des économistes en parleraient beaucoup mieux que moi, donc je ne fais que reprendre leurs travaux, mais enfin, ce que disent les études les unes après les autres, l'étude d'Oxford, l'étude de Roland Berger, l'étude du Boston Consulting Group, et il y en a une tous les mois qui est publiée sur le fait que 20, 30, 40% des emplois disparaîtront parce que les intermédiaires disparaissent, que les emplois des classes moyennes étaient essentiellement des emplois d'intermédiation, et que donc la combinaison du numérique et de la robotisation allait, et c'est heureux en un sens, supprimer tous les emplois qui sont des emplois purement d'intermédiation. Donc arrêtons de fantasmer sur la courbe du chômage ou je ne sais quoi, nous entrons dans un monde nouveau pour l'emploi. Cette idée d'opposer le chômage et l'emploi salarié, c'est une idée du monde industriel. On voit cette tendance émerger en France fortement, alors aux États-Unis bien sûr, un peu toujours qui annonce toujours les grandes évolutions économiques et sociales, puisque aux États-Unis, 20 à 30% de l'emploi est un emploi déjà indépendant, que la gig économie, c'est-à-dire l'économie du petit boulot, est au cœur de la campagne d'Hillary Clinton, que maintenant les indépendants s'organisent en syndicats, la Freelancer Union, que donc c'est un mouvement de fond, de transformation de la société. En France déjà, 3 millions de personnes exercent une activité non salariée, et ce chiffre augmente de 20% tous les 5 ans, alors qu'il n'y a plus que 6 millions d'ouvriers, et évidemment, ce chiffre décroît, qui est un moment assez proche où ces deux courbes vont se croiser, et où le paradigme autour duquel nous devrons penser les régulations sociales ne sera plus le type qui travaille en usine avec un travail pénible de telle heure à telle heure, mais l'indépendant qui, lui, a d'autres problèmes. Et par ailleurs, la plupart de ces non-salariés sont multi-actifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un seul métier, mais ils exercent plusieurs activités. Donc on parle même plus non seulement on ne parle plus d'emploi, mais on ne parle plus de métier, on parle plutôt d'activités. Multi-activités, certaines étant rémunératrices, d'autres non. Le succès d'une mesure telle que l'auto-entrepreneur montre évidemment l'engouement qu'il y a, plus ou moins forcé, enfin l'engouement réel, pour ce genre de nouvelles formes d'emploi. Donc imaginons que nous arrivions dans un monde où chacun finalement exerce plusieurs tâches dans la journée. C'est finalement le monde que rêvait Marx, dans des pages de l'idéologie allemande où il explique que le communisme, ça sera la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire de la critique après le repas, selon la critique sous-entendue de la philosophie kantienne.
pour ceux pour qui c'est un passe-temps, selon son bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. C'est-à-dire sans jamais y considérer, et je le rejoins, comme une aliénation, le fait de s'identifier à son métier, le fait d'être chasseur, d'être cuisinier, que ce soit son identité. Et qu'au contraire, les identités sont la somme d'activités multiples qui nous définissent de manière complexe et individuelle. Et que nous exerçons de manière plus ou moins libre, souple, en tout cas en toute autonomie, en choisissant notre propre emploi du temps. Et ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, c'était les libéraux qui défendaient le salariat, au nom de la stabilité sociale. Et Bastiat qui faisait des grands discours pour le développement du salariat. Et c'est pour ça que, à l'inverse, la fin du salariat était dans les statuts de la CGT jusqu'en 1995. Et aujourd'hui, nous sommes à front renversé. La gauche, finalement, traditionnelle, défend le Code du travail qui, je vous le rappelle, ne couvre pas les indépendants, qui s'applique uniquement aux salariés, et où les libéraux, eux, chantent les mérites de l'ubérisation de l'économie. Là où je veux en venir, c'est que tous nos grands systèmes sociaux ont été construits sur l'idée du plein emploi salarié. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est celui qui a inventé l'État-providence, qui s'appelle Beveridge, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui disait « mon système ne marche », système assurantiel, système de protection sociale, etc., que dans des sociétés où chacun occupe, pour la majeure partie de sa vie, un emploi stable et rémunéré de manière régulière. Si ce modèle, peu à peu, s'efface, ou que s'y substitue peu à peu, peut-être pas demain, mais dans 20 ans, 30 ans, en tout cas on voit bien que c'est la tendance, substitue un modèle différent, encore une fois, de multi-activité. Eh bien, il va falloir repenser l'ensemble de nos régulations sociales autour de ce nouveau monde, qui pour moi est un monde plus prometteur, plus favorable justement à l'autonomie de chacun, mais encore faut-il éviter qu'il ne devienne un précariat. On retourne au travail à la tâche, finalement. Et pour cela, nous pensons, alors là j'entre plus dans le gras de la politique publique, pensons qu'il faut au moins changer 3 des grandes régulations sociales. D'abord, la solidarité, le droit du travail et l'assurantiel, les assurances, santé, chômage, etc. Ces 3 régulations sont aujourd'hui pensées pour le monde de l'entreprise et du travail en entreprise. Que deviennent-elles dans le monde des indépendants ? Et ce sont des sujets, ce que je vais vous dire peut vous paraître un peu bizarre, mais le Conseil national du numérique vient de remettre un rapport au ministre du Travail hier qui dit exactement ça. Alors, je commence par la solidarité. Aujourd'hui, notre système de solidarité a été pensé pour ceux qui, par hasard, de manière circonstancielle et provisoire, tombaient hors du système salarié, pour quelque temps, quelques années. Et donc, nous avions mis en place un système d'allocation très complexe, fondé sur l'identité des gens, sur leur identité et leurs besoins, qui suppose que l'on contrôle les gens. Donc, on va leur verser des RSA, des CAF, etc. On va leur demander pourquoi, ce qu'ils sont, avec qui ils sont. Ce sont des formulaires extrêmement complexes à remplir, c'est une bureaucratie importante. Aujourd'hui, 2/3 des personnes qui seraient éligibles au RSA, aux 450 € minimum, ne le demandent pas. C'est trop compliqué, parce que c'est humiliant. Par ailleurs, l'administration vérifie que les gens sont bien ce qu'ils disaient être, habitent là où ils devraient habiter. Et donc, vous avez non seulement des contrôles, mais des procès pour indus. Il y a des gens qui ont des procès, parce que l'administration leur dit « je vous ai versé 733 € au lieu de 622 », parce que vous viviez avec cette personne, mais en fait, vous étiez en concubinage, donc en fait, vous aviez des relations sexuelles avec lui. Et je ne rigole pas. Et donc déjà que c'est assez pénible d'être harcelé par l'administration, mais vous imaginez quand vous êtes dans des situations extrêmement précaires, c'est encore pire. Donc, ce système d'allocation est basé sur l'identité et le contrôle. Vous pouvez être exclu, d'où le fait que vous pouvez être exclu du RSA. Le dernier roman de Virginie Despentes, Vernon Subutex, s'ouvre. C'est un conte moderne, puisque c'est quelqu'un qui était disquaire, donc qui travaillait dans l'intermédiation traditionnelle, qui perd son job avec la numérisation, qui est au RSA. La conseillère emploi lui demande « mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent ?» Il explique qu'il a été voir le concert des Stooges au Mans.
Et on lui dit, bah, tant pis pour vous, non, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et donc, il perd le RSA et petit à petit, il est clochardisé. Ce sont des sujets extrêmement importants pour les gens. L'idée qu'il n'y a pas aujourd'hui, malgré nos 400 milliards de dépenses sociales annuelles, 15% des dépenses sociales mondiales, etc., c'est énorme, il n'y a pas de filet de sécurité clair en France. Et la redistribution se fait de manière extrêmement partielle, beaucoup pour les insiders, très peu pour les outsiders, comme toujours, fait que vous avez des familles nombreuses avec enfants aisés qui touchent 3 000 € d'allocation par mois, et des gens qui, quand ils ont un signe « j'ai faim » dans la rue, ont vraiment faim, n'ont rien, n'ont droit à rien. C'est pour cela que nous pensons, avec d'autres, qu'il faut substituer à ce système de solidarité basé sur l'identité qui vient de cette conception de l'emploi salarié, un système de revenu universel, inconditionnel. Vous donnez de l'argent à l'ensemble des citoyens sans leur demander aucun compte de ce qu'ils en font. Alors, ça ne paraît pas très libéral. C'est néanmoins la proposition de Milton Friedman en 1962 dans Capitalisme et Liberté. Il disait, c'est la seule manière d'assurer un filet de sécurité qui ne soit pas paternaliste. Parce que chacun sera responsable de la manière dont il utilise son argent. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus libéral, sinon de penser que même le plus pauvre est mieux placé pour savoir connaître ses besoins que vous, ou qu'une administration. Et qu'il est le mieux placé pour arbitrer entre ces différents besoins et pour dépenser lui-même son argent. Et que, comme le dit Friedman, le cash, donner du cash, donner une somme, c'est l'instrument de la liberté, c'est permettre aux gens, non pas d'être assistés, mais d'être inclus dans le marché. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est absurde parce que tout le monde reçoit, y compris les riches, etc. Donc là, j'aimerais rentrer un peu dans le détail de ce système. Oui, juste un instant. Donc, c'est l'idée du revenu universel, c'est une idée qui vient de Thomas Paine, fin du XVIIIe siècle, qui a vraiment été travaillée. Il y a des monceaux de textes dessus. Ça a été défendu par Martin Luther King. C'est défendu aujourd'hui par la Silicon Valley. Les Suisses ont fait une votation dessus en juin. La Finlande est en train de l'expérimenter. Il y a eu des expérimentations en Inde, à Utrecht. Enfin, il y a une littérature considérable sur le sujet. Ce n'est pas du tout un truc d'illuminé. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'illuminés, si c'est un truc d'illuminé. L'idée de Friedman pour que ce système soit viable, c'est que non seulement vous remplacez l'ensemble des allocations par ce revenu universel, mais que par ailleurs, vous changez l'ensemble de l'impôt sur le revenu par une taxe qui finance ce système. Et je vais vous expliquer comment, et là vous verrez la logique. C'est qu'en fait, cette somme qui vous est versée, disons 1000, c'est pas 1000, mais disons 1000 comme ça pour simplifier les calculs, est versée sous forme de crédit d'impôt à l'ensemble donc des individus. Une base individuelle est donc défamilialisée. Donc chacun reçoit ces 1000 qui sont considérés comme le 1000 roupies, si vous voulez, on est dans un monde imaginaire, qui est considéré comme le niveau à partir de lequel on sort de la grande pauvreté. Le niveau à partir duquel on peut vivre dignement, ce qui est bien la base d'une société de l'autonomie à laquelle les libéraux aspirent. Si nous pouvons légaliser toutes les horreurs, la GPA, le cannabis, etc., c'est bien parce que nous donnons aussi aux gens ce socle minimum qui leur permet d'effectuer ses propres choix et de refuser ceux qu'ils considèrent comme dégradants. Et donc de ne plus jamais avoir à affronter l'argument de la contrainte économique. Au moins la contrainte économique pour la survie, dure. Bon, alors donc vous donnez ce crédit d'impôt à chacun, les 1000. Admettons théoriquement, roupies, pour financer ce système, j'ai besoin d'un impôt, disons de 20%, il peut être progressif, enfin je simplifie les calculs, pour ce revenu de 20%. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de chaque mois, je fais la différence entre l'impôt que vous devez, basé uniquement sur vos revenus, et l'impôt qui vous est dû, c'est-à-dire ce crédit d'impôt sur revenu universel. C'est pour ça que Milton Friedman appelait ça l'impôt négatif. Je fais la différence entre les deux. Si cette différence est négative, je reçois du cash. Si elle est positive, c'est moi qui contribue au système. C'est-à-dire que si je touche beaucoup d'argent, je dois 100 000 d'impôts, moins 1000. Si je ne touche rien, je reçois les 1000. Et entre les deux, le système est complètement progressif. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que d'abord, le travail paye toujours.
contrairement, encore une fois, au système actuel, et que deuxièmement, vous éradiquez la grande pauvreté, parce que ce revenu est distribué de manière automatique, il suffit d'avoir un compte en banque. Et donc, vous répondez d'un côté à la droite, à la gauche sur la pauvreté, et de l'autre à la droite sur l'assistanat, mais j'aime pas trop ce terme. Et donc, quand la droite vous dit qu'il faut renforcer les contrôles sur le RSA, mais c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut au contraire libéraliser, y compris la politique sociale. Il y a une politique sociale libérale qui est basée sur l'autonomie, la responsabilité de chacun. Quand ils ont fait ces expériences en Inde, dans le Madhya Pradesh, auprès de 1800 villageois qui sont dans des conditions bien plus dures que les plus dures de France, qui sont analphabètes, etc. Ils ont donné ces sommes inconditionnelles, régulières, tous les mois. Que croyez-vous que les gens en ont fait? C'est un universitaire anglais qui s'appelle Guy Standing qui a montré ce résultat. Que croyez-vous que les gens en ont fait? Croyez-vous vraiment que les gens ont été le boire au pub du coin? Non, les gens, faisons confiance à la nature humaine, les gens se sont désendettés, ont acheté leurs moyens de production, même si c'est une bêche ou une boîte à cirage, ont envoyé leurs enfants à l'école, se sont soignés, ont construit leur maison. Et ils l'ont d'autant mieux fait qu'on ne leur a pas dit de le faire. Alors, en fait, il me faut une autre heure, c'est possible? Non, bon, alors le reste, je survole simplement, mais je veux dire, dans ce triptyque, donc c'est la solidarité, les systèmes d'allocation devient, pour s'adapter à ce monde, travailleurs indépendants, etc. Donc, du coup, ça permet d'avoir un filet de sécurité qui est beaucoup plus flexible et beaucoup plus adapté à un monde où chacun a des revenus beaucoup plus fluctuants, vous voyez la logique. Deuxièmement, le droit du travail doit maintenant devenir le droit de l'actif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de droit du travail, on parle du droit du salarié. Mais le chauffeur Uber, lui, peut travailler 90 heures par semaine, peut avoir de congés payés, tout le monde s'en fiche. Donc en fait, au lieu de dire il faut alléger le code du travail, etc., il faut reconstruire un code du travail basé sur les nouveaux métiers. Alors nous, on a fait des propositions, ça peut être le droit à la déconnexion, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'y essayent en ce moment. Et troisièmement, sur le plan des assurances, pareil, aujourd'hui, les assurances sont basées sur le monde de l'entreprise, ça passe essentiellement par les cotisations sociales et patronales, et que les indépendants sont les dindons de la farce avec un RSI extrêmement dysfonctionnel. Il serait logique, dans ce nouveau monde, et pour mettre les gens sur un pied d'égalité, ce qui est bien le but des libéraux, non pas de réduire, mais d'annuler les cotisations sociales et patronales, de donner à chacun son salaire complet, ses revenus complets, qu'il soit salarié ou indépendant, et qu'ensuite chacun cotise dans des espèces de comptes à points, qui seraient non plus des comptes chômage, retraite, etc., mais qui seraient des comptes temps. En fait, qu'est-ce que vous achetez avec des assurances? Vous achetez du temps. Que vous preniez ce temps, quand vous avez 33 ans, pour vous occuper de vos enfants 2 ans, ou parce que vous avez perdu un emploi, ou un donneur d'ordre vous fait défaut, ou parce que vous voulez prendre votre retraite, finalement, peu importe, tout ça, c'est du temps. Ce qu'on appelle chômage, formation professionnelle, retraite, congé sabbatique, tout ça, ça doit être la même chose. Ça va être du temps libre. Et ce temps libre, grâce à des comptes, ce genre de compte à points, auquel, encore une fois, beaucoup de gens réfléchissent, vous le gérez comme vous voulez. Si vous voulez travailler toute votre vie comme une mule et à 70 ans tout arrêter, vous pouvez. Si vous voulez travailler 10 ans, vous faire un arrêt 1 an, retravailler 15 ans, etc., vous dépensez vos points, vous les réaccumulez, vous les redépensez. Il y a certains seuils pour s'assurer qu'il n'y ait pas de free rider. Et ça vous permet, encore une fois, une gestion autonome, ce qui est bien ce que nous recherchons, une gestion autonome de son temps de vie. Je trouve qu'il est incroyablement humiliant pour l'individu qu'un pouvoir politique lui dise à quel âge il doit prendre sa retraite. En quoi ça le regarde? Ce n'est pas la question que ce soit à 62 ou 65 ans, c'est la question qu'on nous l'impose, on nous le dise à notre place, alors que toutes les conditions individuelles sont différentes. Ça dépend de vos envies, de votre travail, de votre capital, de votre famille. Comment peut-on, à ce point, et d'autant que ceux qui le proposent, feraient mieux de le respecter eux-mêmes et d'aller faire autre chose. Bon, alors, je ne vais pas quand même trop m'attarder, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a 3 autres sujets dans ce nouveau monde. Il y a le sujet de la démocratie directe. Je pense que la crise démocratique que tous les grands pays occidentaux traversent ne peut pas être seulement liée au personnel politique. C'est trop homogène, c'est partout pareil. Trump aux États-Unis, Corbyn en Angleterre, Ciudadanos et Podemos en Espagne, le FN en France.
il y a un phénomène tellement gigantesque de rejet de l'establishment politique que ça ne peut pas être seulement lié aux personnes ou aux défaillances des personnes individuelles, aussi vraies soient-elles. Et je pense que c'est lié plus fondamentalement à une crise de l'idée même de représentativité politique. C'est-à-dire que de même que les métiers se font ubériser et que donc nous désintermédions via les plateformes le monde du commerce, eh bien, il est tout à fait logique que nous désintermédions, grâce aux nouveaux outils, le monde politique. Quand un de nos pères fondateurs, à part Isaac Le Chapelier, Jean-Jacques Rousseau, expliquait que, ce qu'il expliquait d'ailleurs, j'avais noté, que dans une cité bien conduite, chacun vole aux assemblées, que donc la démocratie directe est le lieu naturel de la démocratie. Et dans son traité sur le gouvernement de Pologne, il explique que, d'accord, nous allons permettre l'instauration de députés, mais c'est vraiment un pis-aller. Pourquoi ? Parce qu'en Pologne, les distances étaient trop grandes, il y avait trop de gens. C'était une simple contrainte technique qui l'a fait penser, il lui a fait conceptualiser la députation, l'idée de représentant politique. Cette contrainte technique du nombre et de la distance est tombée depuis 10 ans. Ça fait très peu de temps, en fait. Aujourd'hui, on pourrait voter sur toutes les lois, tous ensemble, tous les jours. Alors, sans doute pas n'importe comment, de manière anarchique, mais on pourrait. Et ça, c'est extraordinairement nouveau. Et les gens le font, les gens sont extrêmement actifs dans le débat public. Et je notais autour de moi, via les réseaux sociaux et compagnie, que plus les gens sont actifs dans le débat public, plus ils sont actifs en politique, au sens large du terme, moins ils sont intéressés par le débat politique visible des partis. Partis qui eux-mêmes, comme vous le savez, n'ont plus pour longtemps. Et donc, clairement, il faut nous trouver les moyens d'organiser cette démocratie directe, digitale, moyens qui soient institutionnalisés, avec une constitution forte, avec des procédures, avec des règles, qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi. Mais à l'heure où nous pouvons techniquement reprendre le pouvoir sur les lois qui nous concernent, comment ne pas le faire ? Et comment imaginer que nous avons la capacité pour voter pour celui qui décidera de budget et pas de le voter nous-mêmes ? Bon, il y a beaucoup d'expériences qui sont menées, et même si c'est anecdotique, toutes les expériences de budget participatif dans les municipalités annoncent évidemment cette voie d'avenir. Je n'ai pas tellement de temps de développer deux autres sujets. C'était pour vous dire que sur les données, tout le monde nous dit que les données sont le pétrole de demain. Données, vos data, vos données individuelles que vous donnez, là, au sens de don, tous les jours, en cliquant sur des terms and conditions que vous n'avez jamais lus, sur l'ensemble des sites auxquels vous avez accès, qui sont gratuits, mais qui ne sont pas gratuits puisqu'ils vivent de vos données, et qu'ils les monétisent, eux, vos données, via la publicité. Bon, ce problème, qui est un problème des communs, c'est-à-dire tout est dans la nature, que faire ? Les prédateurs s'emparent des données. Peut se résoudre de deux manières, et l'Europe et le gouvernement le résolvent par les droits individuels, en disant nous allons donner un droit à l'oubli, une obligation pour les plateformes de dévoiler leurs algorithmes, etc. Je pense que le sujet qu'il faudrait penser, que nous allons essayer de faire l'année prochaine, c'est l'idée de la propriété privée des données. C'est-à-dire qui n'existe pas aujourd'hui. Les données ne sont pas patrimoniales. C'est-à-dire de même que la révolution industrielle a étendu le droit de propriété aux brevets, à la propriété intellectuelle, de même la révolution numérique implique d'étendre le droit de propriété aux data, aux données. Si je suis propriétaire de données, alors je peux les monétiser, ou non d'ailleurs, je peux choisir de les céder librement, mais je décide de leur utilisation. Et je recrée un marché des données, source d'équité et de différenciation, parce qu'aujourd'hui, nous allons sur les plateformes, tout est gratuit pour tout le monde, nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux et nous sommes tous en fait nuls devant ces plateformes. Nous avons la propriété privée de nos données, nous pouvons négocier face à ces plateformes, y compris en nous regroupant, comme dans les syndicats de droits d'auteur. Et ça va un peu plus loin, puisque pourquoi il n'y a pas de patrimonialité des données ? D'ailleurs, j'entends qu'il y a la patrimonialité des données. Alors, pourquoi il n'y a pas de patrimonialité des données ? Parce que les données sont considérées comme une extension du corps, et que, ce que je regrette, il n'y a pas de patrimonialité du corps, en droit français, européen et même américain. Je ne suis pas propriétaire de mon corps, je ne peux pas le vendre. Moi, je penserais, avec John Locke, que c'est la propriété de mon corps, la propriété de moi-même, qui est à la base même de l'idée de propriété. Mais ça nous entraînerait dans un autre débat. En tout cas, je pense que cette idée de propriété de soi
qui entraîne la propriété des données. Donc cette idée de propriété de soi est une idée qui va à l'encontre de notre tradition judéo-chrétienne, où le corps n'étant que l'usufruitier de notre propre corps, propriété de Dieu, mais pousse à son terme la logique de la modernité, la propriété de soi. Et que cette propriété de soi a des implications à la fois sur le numérique, avec la propriété des données, qui change tout l'écosystème économique du numérique, qui évacue la pub. Et deuxièmement, a des conséquences énormes sur, la dernière chose dont je vais vous parler, je ne vous parlerai pas, qui sont les progrès biotechnologiques, génétiques, et l'idée que maintenant nous arrivons au point, j'ai vu que la chercheuse française qui a inventé la technologie CRISPR vient d'être récompensée, qui est une technologie qui vous permet de modifier l'ADN de vos cellules, y compris de vos cellules reproductrices. Ça veut dire que techniquement, l'homme, l'être humain peut prendre contrôle sur ce qu'il est, sur ses caractéristiques génétiques. Plus, comme en rêvent certains, s'augmenter, se mettre des puces Google dans le cerveau pour avoir accès au net directement dans ma conscience. Ce n'est pas du tout des choses fantaisistes. Je relisais encore cet hiver, là, ce Noël, le livre d'un neuroscientifique, tout ce qu'il y a de plus classique, et qui était juste un livre de vulgarisation des progrès de la neuroscience d'aujourd'hui, qui sont des sciences qui progressent plus vite. Et il disait exactement ça, qu'aujourd'hui on arrive à redonner aux handicapés le contrôle de leurs membres en insérant des puces dans des connexions neuronales, ne me demandez pas comment, et que ces puces-là, elles pourraient servir à beaucoup d'autres choses. Et que ce n'est pas être contre l'homme que de dire cela, c'est finalement être véritablement humaniste, au sens que Pic de la Mirandole disait à l'humanisme, donnait à l'humanisme quand il disait la définition de l'homme, c'est de se donner sa propre définition. Je ne t'ai fait rien pour que tu puisses être bête ou Dieu, que tu puisses devenir mortel ou immortel selon tes goûts. Et c'est bien cela que la propriété de soi et ces innovations biotechnologiques pourraient bien nous permettre. Voilà, je m'arrêterai là. J'ai beaucoup de questions à lui poser, mais je vais vous laisser les poser. Qui veut poser la première question? Oui, monsieur, je vous apporte l'instrument. Merci. Merci pour cette conférence. Vous l'avez débutée en disant que vous espériez nous choquer. Bravo, c'est gagné pour ce qui me concerne. Je vais peut-être reprendre certains points. La société que vous décrivez existe déjà. Il existe un pays que des intellectuels américains ont créé, ceci il y a 2 siècles à peu près, se trouve quelque part en Afrique, côté de la Sierra Leone, s'appelle le Liberia. Ils sont venus par bateau, ils ont créé leur société. On sait ce qui est devenu le Liberia il y a quelques années avec la Sierra Leone. Il n'y a jamais eu de gouvernement. Il y a eu des idées très fortes qui ont été mises en place. Ça n'a pas eu un effet aussi positif que ce qu'on pouvait espérer. Maintenant, je suis contre des libertés, contre la liberté de la prostituée, par exemple. Liberté d'enrichir un souteneur, liberté de se dégrader, liberté aussi pour le client d'ailleurs, liberté pour le drogué, le gamin qui est dans une cave, se drogue à l'éther. Oui, je suis contre ces libertés, je ne suis pas libéral dans ce sens-là. Et ça m'a un petit peu choqué. Il y a 2 grands thèmes, et j'arrêterai là, qui ont renforcé cette idée en ce qui me concerne. C'est d'abord la crise économique. Ce n'est pas une société libérale qui a, sur la crise, supprimé l'endettement des pays. Ça, on va en parler. Oui, on pourrait peut-être en parler, effectivement. Ce n'est pas la société libérale qui, en Islande, par exemple, a contraint pratiquement tous les retraités à perdre leur retraite. Ouais. Non, c'est le système libéral lui-même qui a créé cette chose-là. Donc je ne pense pas qu'on puisse vivre dans un pays qui n'ait pas d'autorégulation. Le marché ne s'autorégule pas. Le marché est égoïste et on a besoin d'un pouvoir politique, pas d'un parti politique, excusez le lapsus. On a besoin d'un pouvoir politique fort
pour réguler ce marché, pas le laisser aux mains. On sait qui a payé cette régulation du marché. Ce sont les contribuables, tout simplement. Et deuxièmement, et mon dernier point, c'est l'écologie. On ne peut pas laisser l'écologie aux mains du marché pour pouvoir réguler cela à l'échelon international. D'accord. Et on ne peut pas le laisser aux partis politiques non plus, d'ailleurs. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, anecdotiquement, je remarque que, comme souvent, vous me prêtez une définition du libéralisme que je n'ai jamais donnée. Je n'ai jamais dit que le marché s'autorégulait. Est-ce que je l'ai dit? Non. Je n'ai pas dit que le marché s'autorégulait, j'ai dit au contraire que le libéralisme s'accompagnait de l'étatisme. C'était bien ma définition de départ du jacobinisme libéral. Donc, pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait de la régulation. Sinon ils disent, pour qu'il y ait le marché auquel je tiens, il faut qu'il y ait cette régulation. De toute manière, depuis le début, le marché a toujours été pensé sur la régulation. D'ailleurs, un livre d'une historienne qui s'appelle Laurence Fontaine, qui est génial, qui s'appelle Le marché, histoire d'une conquête sociale, où elle explique comment le marché était d'abord, y compris dans les marchés et foires du Moyen-Âge, c'est toujours accompagné de la régulation contre la truanderie, pour la concurrence, etc., depuis son origine, et que d'autre part, c'est le marché qui était un instrument d'émancipation sociale dans une société de statut verrouillé, et qui permettait à certains de franchir des hiérarchies qui étaient sinon infranchissables. Donc ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, sur le Libéria, je répondrai exactement la même chose, c'est-à-dire que d'abord, je connais mal le Libéria, effectivement, c'est un bon exemple qui m'intéresse, mais je n'ai jamais dit que je rêvais d'une société sans État. Au contraire, je vous ai dit que je n'étais pas libertarien, et que les sociétés sans État ou les sociétés contre État étaient des sociétés où finalement le groupe devenait trop répressif. Et c'est là que j'avais cité Clastre, le Sistiding, etc. Donc je n'ai pas de... Je suis très clair là-dessus. Ensuite, pour aller du plus simple au plus compliqué, sur nos sociétés sont libérales, etc., ont provoqué la crise financière. J'arrête tout de suite, nos sociétés ne sont pas libérales. Arrêtons de confondre le capitalisme de connivence dans lequel nous vivons et le libéralisme. Aucun libéral n'aurait toléré que l'État s'endette à plus de 15%. Aucun libéral n'aurait toléré que l'oligopole bancaire se constitue tel qu'il s'est constitué. Aucun libéral n'aurait toléré que les États viennent au secours des banques et que les régulations obligent les banques à acheter de la dette d'État. Tout ça, ce n'est pas du libéralisme. Tout ça, c'est du capitalisme de connivence, que les anglo-saxons appellent crony capitalism. Nous sommes dans des sociétés de copinage, nous ne sommes pas dans des sociétés de concurrence. Enfin, sur l'endettement lui-même, je ne vous en ai pas parlé, mais notre premier rapport plaidait pour une restructuration de la dette souveraine française, c'est-à-dire un défaut ordonné, en s'inspirant d'une tradition libérale, puisqu'elle avait été prônée par Hume et par Adam Smith, qui, au XVIIIe, plaidait pour la banqueroute des États. Hume a écrit un traité qui s'appelle Of Public Credit, demandant la banqueroute de l'Angleterre, expliquant que la dette publique favorise inévitablement la rente et punit les nouvelles générations et les nouveaux entrants. Et c'est sur cette base que nous avions... Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. On est tous à 100% de dette sur PIB. Là, on donne un peu d'oxygène avec une politique monétaire délirante pour calmer le système pour quelques années. Et quand cette politique monétaire aura fini ses effets, nous devrons restructurer nos dettes. Ce n'est pas grave. Il y a eu plein de défauts dans l'histoire des États. Et le défaut est un moment, quand il est bien pris, qui peut permettre de repartir, qui peut permettre de faire une tabula rasa. Les entreprises font faillite, c'est normal, les individus font faillite. La faillite, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose qui permet de repartir sur de nouvelles bases. Donc, je suis tout à fait pour des restructurations de dettes ordonnées, en accord avec les créances. Après, on va entrer dans les détails techniques, mais... Alors, enfin, dernier point le plus évidemment sensible et compliqué, c'est la liberté de la prostituée ou de l'héroïnomane de 12 ans, effectivement. D'abord, je mettrai une ligne de séparation très ferme entre les mineurs et les autres. C'est une distinction juridique, certes un peu factice, mais qui nous vient des Romains, et sur lesquels notre société est basée. Je pense que pour le coup, l'État a un devoir de protection très fort vis-à-vis des mineurs, et qu'à un moment donné, vous considérez, à l'âge qui fait consensus dans la société, peu importe, que vous avez donné par l'éducation publique les moyens à l'individu de décider par lui-même, et à ce moment-là, de toute façon, c'est lui qui vote, vous lui avez déjà donné ce pouvoir sur lui-même, et donc vous devez aller jusqu'au bout de cette logique et lui donner, quand il est majeur,
quand il est éduqué, le pouvoir de se faire du mal. Parce que sinon, vous lui ôtez celui de se faire du bien et vous ne savez jamais ce qui peut naître de ce que vous pensez être le mal. Quant à la prostituée, un élément essentiel de mon système, c'est le revenu universel, c'est le revenu de base. À partir du moment où j'ai donné à chacun les moyens de survivre dans la dignité, je dois accepter que tout métier est le résultat d'un choix. On peut désapprouver ce choix, on peut le trouver ignoble, on peut le dire, on peut être moralement contre. C'est ce que je disais, on peut faire campagne contre. Mais on fera d'autant mieux campagne contre qu'on acceptera qu'on n'interdira pas par la loi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce sont les prostituées elles-mêmes, regroupées au sein du STRAS, le syndicat des travailleurs sexuels, qui réclament de pouvoir exercer leur métier en étant reconnus comme profession. Parce qu'aujourd'hui, vous les tolérez, mais vous ne les reconnaissez pas. Elles payent des impôts, mais elles n'ont pas de droits sociaux. Il y a des rapports du Sénat là-dessus. C'est une hypocrisie incroyable de notre société qui pénalise en premier lieu ces personnes-là. Si vous voulez leur venir en aide, il faut leur reconnaître un statut, leur permettre, c'est elles qui le demandent, d'être salariées. C'est dans leur texte, vous les lirez. Et vous pouvez ensuite faire toute la prévention, toute la régulation que vous voulez. Mais vous ne pouvez réguler que ce que vous avez autorisé. Sinon, vous mettez ça dans vous. Vous faites comme si la politique devait changer les vices, devait juger des vices et de la vertu, et pouvait changer l'homme. Et c'est là que vous le rendez non seulement malheureux, mais sans défense. Et interdire la prostitution, comme certains voudraient le faire, c'est la rejeter dans les marges les plus sombres de notre société. Et parce que nous avons l'hypocrisie de considérer que nous pouvons éradiquer un vice qui existe depuis 3000 ans, et je ne sais d'ailleurs pas s'il est un vice, nous mettons ces gens-là dans des situations beaucoup plus difficiles et contre lesquelles elles-mêmes protestent, elles-mêmes et eux-mêmes. Donc, voilà, mais encore une fois, la légalisation, on ne peut réguler que ce qu'on légalise. C'est vous qui êtes pour la loi de la jungle. C'est l'interdit qui est la loi de la jungle, qui entraîne la loi de la jungle. De même qu'au Colorado, maintenant, on peut contrôler, par exemple, les produits du cannabis. Vérifier qu'ils sont sains, vérifier qu'il n'y a pas eu d'arnaque, vérifier que les prix baissent en plus. C'est formidable. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre conférence. Bonsoir à tous et bonne année. Bonne année. Je suis profondément content de votre conférence. D'abord parce que vous êtes un des rares que j'ai entendu dire qu'en France, ce n'était pas un pays de liberté, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est uniquement marqué sur les frontons des choses. On est un des rares pays où on a le droit d'arrêter quelqu'un sans qu'il ait rien fait. Si vous voulez changer votre clôture de peinture, il faudra demander, et tout est comme ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dans un autre temps, je pense que dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez pensé la même chose, à la Révolution française, ce qui a fait la richesse de la Révolution française, c'est que l'exécutif était bien l'exécutif, le législatif, législatif. Et que la plupart des lois se sont faites au cours d'un débat, c'est-à-dire d'un dialogue. Est-ce que dans un premier temps, en France, il ne faudrait pas interdire ou faire en sorte que le législatif n'ait plus le droit de faire des projets de loi? À l'origine, d'ailleurs... Vous voulez dire l'exécutif, oui, pardon. Que l'exécutif n'ait plus le droit, ou que ce soit très limité, de faire les lois. C'est le rôle du Parlement. Mais il y a un autre problème quand on fait ce système-là, c'est qu'après, une minorité contrôle quelquefois la majorité des gens. Donc, il faudra régler ce problème-là. Et il y a une chose dont on ne n'avait pas parlé, moi, que je trouve essentielle en ce moment, qu'aucun média ne relève d'ailleurs, parce qu'il y a un matraquage intellectuel phénoménal dans les masses médias. On parle de la déchéance de nationalité en ce moment d'une manière extraordinaire,
Mais moi, je pense que c'est pour cacher vraiment le vrai problème, qui est ce qu'on appelle le droit aux libertés, c'est-à-dire toutes les lois d'exception. Et on ne parle absolument pas à l'heure actuelle des lois d'exception, ce qui est le plus grave en ce moment, et pourtant ce qui va se faire. Et personne n'en parle. Écoutez, je suis vraiment entièrement d'accord avec vous sur les 2 points. Vous m'ôtez les mots de la bouche, vraiment. Effectivement, pendant la Révolution française, les ministres étaient considérés comme des valets. Ils venaient prendre leurs ordres à la Constituante. Et le député Roederer avait même fait la proposition qu'on n'appelle plus les ministères de la justice, mais ministère des lois de, pour bien signifier qu'ils n'étaient que ceux qui exécutaient, qui appliquaient les lois. C'est encore une conception que les Suisses ont, par exemple. Les Suisses, le peuple décide, l'exécutif exécute, personne ne sait qui est le président de la Suisse, c'est un président tournant, tout le monde s'en fiche, ce sont des fonctionnaires. Et donc, et effectivement, je trouve incroyable qu'un ministre dise « j'ai un projet, j'ai un programme ». Enfin, mais d'où te vient-il ? Tu es nommé comme ça par la grâce du monarque présidentiel. Vous aurez compris que je suis parfaitement contre l'élection présidentielle qui est illégale, puisque De Gaulle a fait un coup d'État en 1962, enfin c'est autre chose. C'est une évidence, donc je ne développe pas. Et qu'effectivement, qu'un ministre prenne l'initiative, enfin au nom de quoi, après avoir regardé quoi, simplement parce que ça lui a traversé l'esprit ou qu'il a vu je ne sais quel expert. C'est effectivement au législatif de prendre le pouvoir et au exécutif d'exécuter. C'est aujourd'hui complètement impossible puisque vous avez le mélange complètement suicidaire de présidentialisme et de quinquennat. Ce qui fait que vous votez pour l'exécutif, tout le monde va parler, là commence déjà à parler, ultra personnalisé, et qu'ensuite l'exécutif vous dit merci de me donner les moyens de réaliser la politique que je vous ai proposée. Au point que le président de la République actuelle, que j'allais m'étrangler au Nouvel An quand il a présenté ses vues, il a dit je suis fier de vous. Enfin, la réciproque n'est pas vraie. C'est cheap, mais bon, c'est toujours. Après, la deuxième question, comme vous dites, c'est quel législatif ? Et c'est là que se pose le débat. Est-ce qu'on garde un Parlement au sens de système représentatif, ou est-ce qu'on va vers un législatif qui soit aussi un législatif, mais élargi aux citoyens, comme font aussi les Suisses, avec des principes de démocratie directe très forts ? Voilà. Mais effectivement, le pouvoir, de toute façon, doit être repris par le législatif. Ensuite, sur la déchéance de nationalité, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai enregistré une émission sur Arte qui passera demain, à 28 minutes, où je dis exactement ça. C'est-à-dire que cette réforme constitutionnelle a 2 articles. Il y a l'article numéro 2 sur la déchéance de nationalité, dont tout le monde se fiche parce que ça ne concerne personne, et que ça amuse les gens, simplement parce que c'est facile à comprendre et que c'est facile de s'opposer à des grands principes. Mais l'important, c'est le premier article sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Et ce qu'il faut faire inscrire dans cet article, et effectivement personne n'en parle, c'est le fait que l'état d'urgence ne doit permettre de prendre des mesures que liées à la cause de l'état d'urgence. Ce que certains juristes défendent. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que quand vous faites un état d'urgence contre le terrorisme islamique, vous n'allez pas, au nom de cet état d'urgence, mettre des militants écologistes assignés à résidence. Même si j'en pense le plus grand mal par ailleurs. Mais, et effectivement, la multiplication de ces lois d'exception avec le molle assentiment populaire, ce que je disais un peu au début en disant qu'il faut quand même veiller à nos libertés, je parlais de la loi renseignement, est quelque chose qui me choque et sur lequel, à notre modeste niveau, évidemment, nous allons publier et lutter au sein du think tank. Voilà. Donc, tout à fait. Alors, bonsoir, donc j'aurais 2 questions. Une, parce que je crois qu'elle a été posée tout à l'heure, c'était le premier intervenant, et je ne crois pas que vous ayez vraiment répondu, qui était sur l'écologie. Oui, j'ai oublié, mais je vais y répondre. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut, dans un système aussi libéral, même s'il est régulé par un État, empêcher que des individus ou certains petits États fassent souffrir l'ensemble des autres par des décisions qui finalement sont contre l'intérêt de l'humanité ? Et la deuxième question, qui est sans rapport avec la première, mais qui est politique, est-ce que dans les personnalités d'aujourd'hui, les personnalités politiques, vous voyez des hommes ou des femmes qui prennent ou qui risquent de prendre dans le futur les idées que vous défendez ? Je dirais que les 2 sujets sont des sujets de très long terme.
Alors, s'agissant de l'écologie, merci de me le rappeler, effectivement, je ne vous avais pas répondu sur ce point. Alors, il y a une tradition que je déplore chez les libéraux, notamment les libéraux américains, de climato-scepticisme. C'est ridicule. La première mission d'un libéral, c'est d'accepter les conclusions de la science et le développement de la rationalité. Donc, je pense que les libéraux ont toujours été mal à l'aise avec ce combat parce qu'effectivement, c'est un combat de la puissance publique qui se fait à coup de subventions, de régulation, etc. Mais en l'occurrence, c'est ce que les économistes appellent une externalité négative. Et justement, un libéral, disons, cohérent, doit obliger le marché à supporter le coût de cette externalité. On dit, quand je pollue, je dois payer parce que j'ai un coût pour les autres. Donc, la logique même du marché veut qu'on impose, par exemple, une taxe carbone mondiale. Ce que défend aujourd'hui notre prix Nobel d'économie qu'on devrait écouter plus souvent, Jean Tirole, pourtant très libéral. Donc, j'ai réuni dans mon think tank une sorte de green team. On va essayer de prendre à bras-le-corps les sujets écologiques. C'est compliqué parce que c'est des sujets extrêmement complexes. C'est tout un monde avec des sigles partout et des politiques publiques qui sont souvent quand même mal faites. Par exemple, je pense que la loi de transition énergétique, une mauvaise loi, parce que précisément c'est une loi planiste qui dit vous allez faire tant de pourcents de renouvelables, tant de pourcents d'hydraulique, tant de pourcents de nucléaire, etc. Alors qu'il faut donner un vrai prix aux choses, incorporant l'externalité négative et donc faire une taxe carbone, ensuite laisser le marché décider quelle est la meilleure solution pour arriver au but, y compris avec l'hydraulique, l'éolien, le solaire, etc. La biomasse et tout ça. Mais c'est effectivement un beau sujet, c'est un sujet de demain, et les circuits courts et tout ce qui permet précisément l'autonomie énergétique sont évidemment des choses qui m'intéressent. Ensuite, sur les personnalités politiques d'aujourd'hui, bon, honnêtement, je leur parle à tous un peu par la force des choses. Ce n'est pas mon objectif, c'est-à-dire mon objectif, c'est d'essayer de peser sur l'opinion éclairée, sur les idées. Je pense qu'un bon livre a beaucoup plus d'impact qu'un million de réunions politiques. Et donc, ce que disait Hayek d'ailleurs, quand Fischer lui a dit après la Seconde Guerre mondiale, c'est horrible, l'Angleterre devient socialiste, je vais créer un parti politique, et Hayek lui a dit non, crée un think tank, ça aide à influer l'opinion. Parce que c'est un peu ma démarche. Du coup, moi, je suis dans le combat des idées, et j'observe la scène politique avec amusement et dépit, mais ce n'est pas mon souci numéro un. Bon, et après, c'est sûr que ceux qui se disent libéraux incarnent souvent un libéralisme très limité, libéralisme pro-entreprise des années 80, où il faut tout privatiser, qui vous l'aurez compris, pas ma définition de cette philosophie. De manière plus générale, je pense qu'ils sont extrêmement déconnectés des sujets d'avenir dont j'ai parlé, monde post-salarial, big data, démocratie directe, transhumanisme et tout ça, qui sont d'énormes sujets, et ils sont à des années-lumière. Je suis assez... il n'y en a pas... je suis assez... je ne sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression que ça ne passera pas par eux, ça ne passera plus par eux. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je serais surpris qu'on ne soit pas surpris. Mais par exemple, un Emmanuel Macron... c'est sûr que vous avez l'air assez proche quand même, hein. Vous n'avez pas la barbe encore. Mais... On me l'a déjà fait remarquer. Oui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron incarne la même génération avec des idées assez proches, et c'est vrai que quand je lui parle, c'est le même terrain, c'est sûr. J'attends de voir jusqu'où il va aller. Je l'ai vu à l'œuvre avec la réforme des auto-écoles. Dans ce pays, un ministre n'arrive même pas à réformer les auto-écoles, donc je ne sais pas comment ils vont changer les prix de l'électricité, ou le statut de la fonction publique. Voilà. Bon, encore une ou deux questions. Hein. Allez-y, monsieur. Merci. Je reviens sur le sujet de l'écologie. Je n'ai pas bien compris votre réponse, notamment, par exemple, sur la question de l'énergie. Le marché choisira telle ou telle ressource en fonction du prix d'extraction, de distribution et des externalités négatives. C'est ça. Externalités négatives. Est-ce que vous pensez que l'entreprise japonaise qui gérait Fukushima, ou que quelqu'un sait estimer le coût de l'externalité négative de dizaines, centaines et milliers de personnes, de gens qui ont été déménagés, qui ont perdu leur territoire, et d'un territoire qui est foutu pour 200, 300, 500 ans. Qui peut chiffrer ça ?
C'est juste un exemple, mais on peut en donner beaucoup d'autres, évidemment. Je serais content de vous entendre sur ce point-là. Je pense que c'est un exemple spécifique qui ne s'applique pas au reste. Alors, si vous paraissez trop spécifique, on peut rajouter les gaz de schiste qui dévastent une partie du Canada. On peut rajouter les nappes phréatiques complètement polluées en Bretagne. Depuis des décennies, pas un Breton ne boit de l'eau du robinet. Vous en voulez d'autres ? Non, je pense quand même que le nucléaire est spécifique parce que ce n'est pas l'évaluation d'une externalité négative, c'est l'évaluation d'un risque qui peut ne pas se produire. Quand vous polluez au carbone, quand vous avez une centrale à charbon qui rejette du carbone, vous pouvez, comme disait Conis, pricer le carbone, c'est-à-dire lui donner un prix qui contient son externalité négative, parce que vous n'avez pas une chance sur 100 de produire ce carbone. Vous savez que vous allez le produire. Vous pouvez donc le mesurer, l'évaluer, lui imposer un coût. Parce que le nucléaire, c'est pas... Le nucléaire, s'il fonctionnait, serait une énergie, s'il n'y avait pas de risque, serait l'énergie la plus propre du monde, par la question des déchets. La question des déchets, on m'explique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le nucléaire parce que je connais un tout petit peu, mais pas trop, et pas assez pour en parler bien. Mais enfin, en tout cas, on n'est pas sur une question d'externalité négative, mais de risque. Ensuite, ce que vous dites sur le reste, si le signal prix n'est pas suffisant et qu'il faut interdire telle ou telle chose parce qu'il y a des pollutions majeures, évidemment, enfin, c'est même pas une question pour moi. Donc, c'est pas le marché qui va réguler, c'est l'État. Et je vous ai déjà dit 100 fois que je n'étais pas contre le rôle de l'État. Je trouve que l'État est régulé par le marché. Aujourd'hui, non, l'État n'est pas régulé par le marché. Enfin, peut-être dans le capitalisme de connivence dans lequel nous vivons, l'État est régulé par le marché, mais l'État devrait être parfaitement souverain pour déterminer ses propres lois, comme il a la puissance de l'être, comme il devrait l'être. Le Parlement devrait être souverain pour déterminer ses lois, indépendamment des lobbies qui l'entourent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je suis bien d'accord avec vous, mais... Une dernière question. Dans le système libéral que vous proposez, donc ça repose sur l'idée de l'autonomie, de la capacité d'autonomie des gens. Donc ça pose le problème de qui éduque. Qu'est-ce que vous nous proposez par rapport à ça ? Et puis du coup, par rapport à cette liberté, ça signifie qu'on accepte les risques de cette liberté. Et en Occident, on est plutôt à vouloir éviter tous les risques. Hein ? Peut-être qu'on a... Enfin, donc on serait plutôt à ne rien tenter, ne rien faire, de peur de mourir trop jeune. Et on évite tous les risques, on s'assure de tous les risques. Oui. Merci pour cette question. Alors, sur l'éducation, effectivement, que je n'avais pas eu l'occasion d'aborder, ma réponse est assez claire. Je pense que l'éducation, au moins jusqu'à 18 ans, doit être entièrement prise en charge par la puissance publique. Ça doit être une éducation gratuite, puisque c'est une éducation qui donne les moyens de l'autonomie. De même que le revenu universel donne les moyens de l'économie sur le plan économique, l'éducation, au moins dans le terme de principe, devrait donner les moyens de l'autonomie sur le plan culturel et intellectuel, pouvoir s'émanciper de son milieu immédiat, de sa famille, de sa religion, etc., ou l'embrasser comme on veut, mais au moins avoir les moyens de s'en soustraire si on le souhaite. Maintenant, ce n'est pas parce que l'éducation doit être publique que je me satisfais du système éducatif centralisé tel qu'il existe aujourd'hui, qui est, à mon sens, beaucoup trop homogène et qui échoue à cause de cette homogénéité. Vous pouvez toujours discuter des rythmes scolaires sans 7 ans. À partir du moment où c'est un ministre qui décide si les élèves auront cours le mercredi matin en Bourgogne, dans les banlieues de Marseille ou au centre de Paris, de toute façon, les situations sont trop différentes. Donc l'exemple qui me paraît extrêmement intéressant d'étudier, sur lequel nous allons sortir un rapport fin janvier, celui des free schools britanniques. Je ne sais pas si vous connaissez cette politique extrêmement innovante, qui est faite depuis 7 ans au Royaume-Uni, qui a été commencée par New Labour et continuée par les conservateurs. J'ai étudié d'assez près, donc je connais un tout petit peu cette question. En fait, ce qu'ils ont dit, les conservateurs, c'est on va faire du privé pour tous, si vous voulez, du privé gratuit. C'est-à-dire que chaque école sera financée par l'État, de manière égale, en fonction du nombre d'élèves. Conditions d'accès seront régulées par l'État, les mêmes pour tous, et l'examen final sera fixé par l'État et le même pour tous. Mais la manière dont l'établissement et le management de l'établissement gèrent sa pédagogie, ses profs, ses heures de cours, ses locaux, ses règles internes, est entièrement libre. Et par ailleurs, ils n'ont pas imposé ça à l'ensemble des écoles du pays, ils ont dit ceux qui veulent passent en free schools ou academies. Ceux qui veulent rester state school régulés par le haut peuvent aussi. Aujourd'hui, 60% du système secondaire britannique est passé en académie, en free school. C'est gigantesque, c'est une révolution gigantesque. Alors d'abord, j'admire un pays qui sait mener des réformes aussi drastiques que celle-là. Parce qu'ils ont vraiment remis,
poser à plat les principes de leur éducation. Et ça veut dire quoi concrètement? J'en ai visité des free schools, parce que j'ai fait un article là-dessus. J'ai visité une école, par exemple, où le type a dit on va faire d'éducation classique. Alors, les élèves sont en uniforme, latin obligatoire, Shakespeare à 10 ans, on écrit à la plume et en attaché, s'il vous plaît. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites des mauvais élèves? On me dit, on fait un traitement spécial, on leur fait apprendre Machiavel. Bon, et ce n'est pas une école élitiste, c'est une école mixte. Vous avez toute la société britannique, multiraciale, multiculturelle, etc. Et vous avez d'autres free schools qui ont décidé, qui ont dit, ah ben non, nous on va faire chacun un iPad, cours participatif, méthode Montessori, etc. Et l'idée, c'est qu'il y a d'abord un examen final. Donc, comme souvent dans le système libéral, vous avez très peu de contraintes à l'entrée, vous avez une vérification de sortie très forte. Donc, vous avez toujours un bac et on va voir les écoles qui réussissent et celles qui ne réussissent pas. Et du coup, il va se créer une émulation entre ces écoles qui fait que les écoles qui réussissent aujourd'hui se reproduisent. Dire, ah bah celle-là a bien réussi, je vais faire la même. Que les parents, qui ne sont pas fous, qui sont quand même les premiers à veiller, à regarder à ce que leurs enfants aient une meilleure éducation, en fonction aussi du tempérament de l'enfant, parce que je pense que l'éducation ne peut pas être la même pour tout enfant, toute personnalité, en fonction de son éveil, etc., choisissent tel ou tel système. Évidemment, il y aura des ratés, évidemment, il y aura des écoles qui marchent mal, il y aura des élèves qui en souffriront. Mais vous aurez un système, vous avez déjà un système beaucoup plus divers, une offre beaucoup plus diverse. On ne pose pas la question des programmes, des heures de cours, etc., rue de Grenelle, où chacun décide. On peut même recruter des profs qui n'ont pas l'équivalent du CAPES. Vous allez me dire, c'est terrible. Mais en fait, vous avez un compositeur connu en Angleterre qui a voulu enseigner la musique 3 ans à des élèves. On peut lui demander de passer le CAPES, voilà, on le recrute. Les parents ne sont pas fous, s'ils voient que les profs n'ont pas le niveau, apprennent mal à leurs élèves, ils vont les retirer, ils vont les mettre dans une autre école. Donc, et ces écoles sont financées en fonction du nombre d'élèves qu'elles accueillent. Donc, on peut discuter des détails, mais l'idée primordiale, c'est financement public, gratuité, mais décentralisation totale de la gestion et autonomie de gestion pour ces établissements. Alors, on verra, il est un peu trop tôt pour avoir tous les résultats, mais les premiers rapports que j'ai lus sont quand même plutôt positifs, et je trouve que c'est une des expériences politiques, de politique publique les plus intéressantes au niveau de l'éducation qui a été menée sur un pays entier et voisin, quand même assez proche, qui est l'Angleterre. Ensuite, sur les risques, alors en effet, François Ewald a bien décrit dans l'État-providence, qui est un livre magnifique, la naissance d'une société assurantielle où chacun se protège contre le risque. Je pense que ces protections vont prendre, et ça rejoint le problème du big data, on est en train de travailler sur big data et assurance, ces protections contre le risque vont rester, mais vont prendre d'autres formes, parce que petit à petit, chacun va pouvoir individualiser son risque. Pour un exemple médical, vous pouvez aujourd'hui décrypter votre génome. C'est interdit en France, évidemment, mais il suffit d'envoyer une lettre aux États-Unis avec un échantillon de salive. Pour $100, on vous dit l'ensemble des risques que vous avez de développer des maladies, telle ou telle maladie génétique ou provoquée par la génétique. Et donc, du coup, chacun a voit sa propre échelle de risque et commence à se médicaliser avant même que la maladie apparaisse, pour prévenir le risque. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas sortir de la hantise du risque, c'est normal, c'est humain, mais on va y parer de manière beaucoup plus individualisée que dans les systèmes assurantiels classiques où les échelles sont statistiques. C'est-à-dire que l'assurance va passer d'une statistique, d'une moyenne, on dit en fonction de votre profil sociologique, socio-professionnel, vous avez tant de chances de développer une maladie, à une précision extrêmement forte dans le risque qui vous concerne, et ça, ce qui joue pour le génome va jouer pour vos comportements. Par exemple, les assurances vont, est-ce que c'est bien ou pas? Je ne prononcerai pas là-dessus, mais vous mettre des bracelets connectés, et moins vous prendrez de risques, moins vous paierez cher votre prime d'assurance. Et déjà aux États-Unis, une application qui s'appelle Pay As You Drive, je crois que d'ailleurs AXA l'a lancée en France, où en fait, il y a une application dans votre portable qui évalue la manière dont vous conduisez en fonction des ralentissements, des accélérations,
et qui ajuste en temps réel votre prime d'assurance. Alors vous me direz, c'est dégueulasse, d'accord. Mais qu'est-ce qui est le plus dégueulasse? Être dans un système assurantiel classique où quand on est jeune, parce qu'on est jeune, la prime d'assurance est élevée parce que c'est statistiquement le cas, ou être dans un système assurantiel où quand on conduit bien, même quand on est jeune, on a une prime plus basse que les autres. Je vous rappelle, j'ai raté 10 fois mon permis de conduire, donc je me place plutôt dans la dernière catégorie. Vous avez bien décrit ce que c'était libéralisme au niveau individuel. Aujourd'hui, on voit quand même que beaucoup de choses se mondialisent, qu'on a des crises au niveau mondial et on a un peu le sentiment qu'il faudrait qu'un certain nombre de personnes se parlent. On voit bien dans les grands blocs et tout ça. Vous nous avez également dit que les politiques vont disparaître, on le comprend un petit peu. Pour vous, est-ce qu'il y a une solution mondiale quelque part? Je ne sais pas, l'ONU, etc. Je ne suis pas spécialiste du tout, mais on a quand même l'impression qu'il faut un tout petit peu de dialogue. En tant que libéral, pour l'autonomie, ça vous nous l'avez très bien expliqué, est-ce qu'au niveau mondial, où on sent un besoin de dialogue, vous avez une solution? Donc non, mais je vais vous dire juste mon rêve, parce que ça c'est vraiment une utopie. Mais moi je suis quand même dans la vieille tradition kantienne où on rêve d'un État universel. Un jour il y a un État mondial. Pourquoi aussi? Parce que je ne pense pas que l'État doive refléter l'appartenance à la nation. Je pense qu'il doit en être distingué. Et donc, ça ne me dérange pas que l'État passe au niveau européen, par exemple, même qu'il y avait un État romain ou un État austro-hongrois qui assurait les grandes libertés, les droits individuels, la concurrence, etc., et qui ne se mêlait pas du sentiment national, qui était un sentiment tout à fait légitime, mais autonome par rapport aux structures de l'État. Et je condamne aujourd'hui la tendance qu'ont tout le monde de superposer le sentiment d'appartenance avec les structures administratives. Ce n'est pas parce que vous vous sentez breton que vous avez besoin d'un conseil régional, ce n'est pas parce que vous vous sentez français que vous avez besoin d'un État français. Donc on peut rêver d'un terme logique et selon les principes, oui, d'un État mondial qui assure les grandes libertés, la fluidité économique et en même temps capable de rassembler au niveau de la planète l'ensemble des pays de la communauté mondiale. Ce sera très difficile. Mais on essaiera de vous trouver des sujets qui seront aussi intéressants que ce soir. Et je voudrais remercier en votre nom Gaspard Koenig.